C'est l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le président de la République, le Premier ministre ou les ministres ne disposent d'aucune autorité pour effectuer des retraits de fonds à la Banque centrale. Seuls le Trésor public et les banques primaires sont habilités à le faire, étant les seuls à y disposer des comptes. C'est ce qu'a souligné hier le gouverneur de la Banque centrale, Ivo Gianarvello, devant la presse. Il a également ainsi réfuté la déclaration d'un membre du gouvernement selon lesquelles les caisses de la Banque centrale seraient vides. Les détails. La Banque centrale n'est pas une banque comme les autres. Il s'agit d'une institution réservée au trésor public et aux banques primaires, seule entité autorisée à détenir des comptes. Aucune haute personnalité, aucun responsable public, ni même un particulier, ne peut retirer ou faire retirer des fonds de la Banque centrale, a insisté son gouverneur Ivo Gianarvello. Un ministre avait déclaré au début de sa prise de fonction que les fonds de la Banque centrale avaient été transportés à bord de véhicules 4x4 au moment du début des troubles survenus dans le pays en septembre 2025, laissant ainsi les caisses de l'institution vides. Selon les explications du gouverneur de la Banque centrale, une telle opération est impossible et tout retrait effectué en dehors des procédures légales est strictement interdit. D'après les chiffres qu'il a communiqués, le montant total des fonds émis par la BFM en 2025 s'élève à 13 296,39 milliards d'ariars. Ces fonds ont servi à approvisionner les agences de la Banque centrale ainsi que les trésoreries publiques dans la région. Leur transport s'effectue à l'aide de véhicules blindés ou par voie aérienne sous escorte de forces de sécurité. Et Madagascar se distingue sur la scène africaine en matière de sécurité. Selon un récent classement publié par Business Insider Africa, la Grande Île figure parmi les 10 pays africains les plus sûrs pour les voyageurs. Elle occupe précisément la 6e place, devançant plusieurs destinations touristiques bien connues telles que le Ghana, la Zambie ou encore le Sénégal. Reportage. Ce classement repose sur les indicateurs internationaux de sécurité et évalue le niveau de sûreté lors des séjours touristiques dans les pays africains. L'île Maurice occupe la première place, suivie du Botswana en 2e position et de la Namibie en 3e. La Gambie arrive en 4e position, suivie de la Sierra Leone. Madagascar se classe 6e devant le Ghana en 7e position, la Zambie en 8e, le Sénégal en 9e et le Libéria en 10e position. Selon ce rapport, Madagascar bénéficie d'un climat de sécurité jugé satisfaisant par les touristes. Par ailleurs, le pays se distingue par la richesse de ses ressources naturelles et de sa culture. Et en parlant d'insécurité, une famille résidant dans le Fouctan d'Antsaatires, commune de Saboutnaméen, a été attaquée par une dizaine de bandits armés de machettes et de fusils artisanaux dans la nuit du 20 janvier dernier, aux alentours de 23 h. Selon des sources, le fils du propriétaire de la maison, âgé seulement de 13 ans, a perdu la vie après avoir été abattu par les assaillants. Le garçon se trouvait seul à la maison au moment de l'attaque et dormait. Toujours d'après les informations, une somme de 15 millions d'ariars aurait été remportée par les malfaiteurs. Les voisins, alertés par les coups de feu, ont contacté les forces de l'ordre. Quelques membres de la famille soupçonnent également que des personnes proches auraient fourni des informations aux bandits, selon les mêmes sources. 13 personnes ont été arrêtées par la police nationale pour divers actes criminels, notamment pour pickpocket et pour consommation de drogue dans la région de Vaknakarach la semaine dernière. Ces arrestations ont été effectuées dans le cadre de l'opération Maoumbi menée par les forces de l'ordre. Les détails avec Felana Rakutarsoul. La police nationale a ouvert des enquêtes à l'encontre de toutes les personnes interpellées dans le cadre de l'opération Maoumbi, menée dans la région de Vaknakarach durant la semaine dernière, avant leur présentation devant le parquet. Il s'agit majoritairement de délinquants spécialisés dans les pickpockets, ainsi que des consommateurs de stupéfiants. Tous les individus arrêtés par la sécurité publique de Vaknakarach sont de sexe masculin. Le bilan de la semaine fait état de 8 jeunes hommes, réputés pour des actes de vol et de pickpocket, interpellés en flagrant délit à Antirabé.
4 autres individus ont également été arrêtés pour consommation de cannabis lors des patrouilles urbaines effectuées par la police. Un autre homme a par ailleurs été interpellé en possession d'une arme à feu et 6 cartouches détenues illégalement. Il a également été trouvé en sa possession 5 billets de 20 000 arrières contrefaits qu'il s'apprêtait à écouler sur le marché. Selon les précisions, l'opération Maoum se poursuit actuellement dans les autres districts de la région. En politique, selon les informations fiables que nous avons recueillies ce matin, les membres du HCC, la Haute Cour constitutionnelle, sont toujours en pleine concertation avec les différentes institutions du pays au sujet de la tentative de destitution de son président. Les détails avec Seine Ranirland et Jean-Claude Ndjamalal. D'après l'une de nos sources, 5 conseillers au sein du HCC auraient voté en faveur de la destitution de leur président, tandis que 3 s'y seraient opposés. Un membre se serait abstenu lors du vote portant sur la destitution de Florent Rakotoarsou de son poste de président de la Haute Cour constitutionnelle. Cependant, conformément au règlement intérieur régissant la Haute Cour constitutionnelle, lorsque le quorum requis est atteint, soit 6 membres sur 9, la décision adoptée par la majorité qualifiée peut être validée. Une élection visant à désigner le successeur du président aurait également été presque menée à terme, mais une mesure de report a été décidée. À ce stade, les responsables concernés poursuivent encore les concertations autour de ce dossier. Pour rappel, dès le début de la prise de pouvoir par les militaires, des signes de dysfonctionnement avaient déjà été observés au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Cette situation s'est aggravée avec des tensions survenues lors de l'annonce de la démission de 3 membres, suivies de leur remplacement par 3 nouveaux membres. La question qui interpelle l'opinion publique est la suivante. Cette polémique autour de la Haute Cour constitutionnelle relève-t-elle de calculs politiques ou s'inscrit-elle encore dans le cadre du processus de réforme du régime de transition ? Pour l'heure, l'opinion reste dans l'expectative, observant et attendant la suite de cette affaire. Côté santé, au 20 janvier, 22 cas confirmés et 19 cas suspects ont été enregistrés selon les statistiques publiées hier par le ministère de la Santé publique. Le nombre total des cas de Mpox s'élève ainsi à 395 à cette date, tandis que le total des cas suspects est de 262. Toujours un reportage de Felena Rakotoarsou. D'après les données communiquées par le ministère de la Santé publique, 18 cas suspects de Mpox ont été recensés au 20 janvier. Le nombre de cas confirmés s'élève quant à lui à 22, dont 21 à Madzang et 1 à Tanrive. Le total cumulé des cas enregistrés atteint ainsi 395 au 19 janvier 2025, contre 262 cas suspects, dont 130 cas confirmés. Au total, 243 tests de dépistage ont été réalisés, dont 126 à Madzang et 117 dans les autres régions. Le taux global de personnes atteintes de la Mpox est de 54,73%. La Mpox se transmet par contact direct avec les lésions ou éruptions cutanées d'une personne infectée, à travers les rapports sexuels avec un malade, par l'utilisation d'objets ou de linge ayant servi à une personne infectée, ainsi que de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Les professionnels de santé insistent sur la prévention. Il est ainsi recommandé de renforcer le respect des mesures barrières, notamment le port du masque, l'utilisation de gel hydroalcoolique ou d'alcool lorsque cela est possible, ainsi que le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Par ailleurs, la population est invitée à renforcer son système immunitaire à travers une alimentation variée, équilibrée et nutritive. Une réussite concrète et tangible, tel est l'enseignement que Antara Makaveli souhaite partager avec toutes les personnes désireuses d'en bénéficier le samedi 31 janvier 2026 au Café de la Gare. Atteindre ces objectifs est une culture à construire collectivement, mais chacun a besoin d'un accompagnement pour se libérer de la peur et des hésitations. Détails sur les images de Yves Janel. Chacun aspire à réussir sa vie. Pour y parvenir, il est nécessaire d'avoir une vision claire, de tracer son chemin et de se convaincre que l'objectif peut être atteint. Toutefois, les obstacles se dressent inévitablement en cours de route.
Interamakaville propose d'aider à les surmonter à travers une conférence intitulée « Réussite tangible ». Les enseignements ne doivent pas seulement être écoutés, ils doivent surtout être appliqués dans la vie quotidienne pour atteindre la réussite. Pour ceux qui ne pourront pas assister à l'événement en présentiel au Café de la Gare le samedi 31 janvier, il sera possible de suivre la conférence en direct via Zoom. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. 11 Palestiniens, dont 3 journalistes et 2 enfants, ont été tués par des tirs d'artillerie et une frappe aérienne de l'armée israélienne dans la bande de Gaza en violation du cessez-le-feu conclu en octobre dernier, ont rapporté des sources médicales locales. France 24. Frappée par l'armée israélienne, cette voiture n'est plus qu'une carcasse calcinée. 3 journalistes palestiniens, Anas Khnaim, Mohamed Salah et Abdul Raouf Shahat, ont été tués dans le bombardement. L'état-major de l'État hébreu confirme avoir ciblé des individus qui opéraient un drone au centre de la bande de Gaza. Selon des témoins sur place, les reporters filmaient alors une distribution d'aide alimentaire. Sans avertissement préalable, un véhicule transportant 3 collègues journalistes bien connus et accrédités dans la bande de Gaza a été pris pour cible par l'armée israélienne. Leur véhicule a été détruit alors qu'il se trouvait loin de la zone interdite qui avait été délimitée. L'un des journalistes collaborait régulièrement avec l'agence France Presse, qui exige une enquête complète sur les circonstances de sa mort. Selon Reporters sans frontières, plus de 220 journalistes ont été tués à Gaza par l'armée israélienne depuis le début de son offensive, il y a plus de 2 ans. À Gaza, il s'agit du dernier épisode en date d'une série d'attaques ciblées contre des journalistes palestiniens perpétrées par Israël. Nous avons dénoncé et condamné ces attaques répétées contre les journalistes palestiniens qui s'inscrivent malheureusement dans une tendance plus large observée chez Israël qui tente de censurer et de contrôler les informations provenant de Gaza. Depuis le 10 octobre, une trêve fragile est en vigueur à Gaza entre Israël et le Hamas. Les 2 camps s'accusent de violer régulièrement cet accord. Conséquence, depuis cette date, plus de 470 Palestiniens ont été tués dans l'enclave selon le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne, elle, déplore 3 soldats tués. Les forces kurdes font face à une avancée de l'armée syrienne dans le nord-est. Mardi, les FDS ont annoncé avoir été contraintes de se retirer d'Al-Hol, le plus grand des camps de détention de djihadistes, après un nouvel accord de cessez-le-feu avec le pouvoir à Damas. France 24. Hier soir, les autorités irakiennes bonjour. Les autorités irakiennes hier ont confirmé que les 150 membres de l'État islamique qui étaient dans les prisons du nord-est syrien ont été effectivement transférés depuis Hasakeh jusqu'en Irak. Ils vont être placés, ou ils ont été placés, ces premiers prisonniers dans des prisons fédérales, semble-t-il dans 3 provinces irakiennes différentes, et il y aurait à terme 500 puis 7000 prisonniers effectivement rapatriés depuis la Syrie vers l'Irak. Il y a eu aussi des messages pour évoquer le rapatriement des 5000 ressortissants aussi irakiens qui se trouvent encore dans le camp d'Al-Hol. Sur la dernière année écoulée, l'Irak a tenté de rapatrier le plus possible ces ressortissants, ces familles de membres de l'État islamique qui restaient dans le camp d'Al-Hol. Eh bien, il y reste encore 5000 et il y a eu des annonces disant que l'Irak se préparait eux aussi à les rapatrier. L'objectif de cette opération de l'Irak, en acceptant cette coordination avec les forces américaines, c'est d'éviter que, à la faveur du chaos qui se joue actuellement dans le nord-est syrien, eh bien, ces combattants et ces familles de l'État islamique se retrouvent relâchés dans la nature.
C'est la fin d'un bras de fer de plus de 4 ans entre Washington et Pékin. À partir de mercredi, TikTok devient officiellement une entité américaine aux États-Unis après un accord de restructuration inédit imposé à sa maison mère chinoise. Objectif, couper tout soupçon d'ingérence et sécuriser les données des utilisateurs. France 24. Au bout d'un bras de fer emblématique de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, TikTok aux États-Unis devient effectivement, sauf coup de théâtre, officiellement une entité américaine. Après la signature d'un accord il y a un mois, la maison mère chinoise ByteDance accepte de restructurer totalement ses activités américaines pour répondre aux exigences de Washington, et c'est une nouvelle entité qui est créée, TikTok USDS Joint Venture, qui prend la main. Une entité avec une gouvernance et un contrôle majoritairement américain de proches de Donald Trump. Il y a d'abord Oracle, le groupe dirigé par Larry Ellison, 5e fortune mondiale, très proche de Donald Trump, qui devient pilier de la sécurité et de l'hébergement des données. Il y a aussi le fonds spécialisé dans la tech, Silver Lake, ou encore un autre fonds, MGX, qui est un fonds d'Abu Dhabi, dont la proximité avec le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, n'est pas un secret. Ils possèdent chacun 15% des parts avec d'autres partenaires. Ils prennent donc la main sur la nouvelle structure, pendant que ByteDance, le groupe chinois, conserve une participation minoritaire en dessous de 20%, sous ce seuil autorisé par la loi américaine. Cette nouvelle entité, elle est valorisée 14 milliards de dollars. Non, TikTok ne disparaît pas, rien ne change en réalité en surface, l'application reste la même, mais c'est en coulisses que ça change beaucoup. Les données des utilisateurs américains sont stockées, supervisées aux États-Unis, et plus en Chine. Ça, c'était le point le plus important. La modération, la recommandation des contenus passe elle aussi sous contrôle américain. Les espaces publicitaires, les services d'e-shopping sont également gérés par l'entité américaine. Et puis, il y a l'algorithme qui est le nerf de la guerre, qui pourrait évoluer, d'être davantage américanisé. Encore une fois, je vous rappelle que ce sont des proches de Donald Trump qui contrôlent désormais l'application. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.